Sur une place baignée de la lumière éclatante de la lune, une ombre solitaire glisse parmi les colonnes imposantes de la basilique Saint-Pierre. Dans le silence nocturne, les cloches du Vatican résonnent, annonçant le passage d'une autre heure dans un monde où les mystères du passé se mêlent au complot du présent. Une question hante les esprits depuis des siècles. Quel secret l'Église catholique a-t-elle enfermé dans ses coffres les plus sombres? Bienvenue sur notre chaîne Mystère et Savoir, votre porte d'entrée dans l'énigmatique. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une histoire audacieuse et terrifiante, celle d'un homme, Adrien Loret, qui a risqué sa vie pour révéler les sombres vérités cachées au cœur du Vatican. Une quête qu'il n'aurait jamais imaginé entamer, jusqu'à ce qu'un artefact mystérieux et une lettre en latin, trouvée par hasard dans une vieille église abandonnée, ne viennent bouleverser sa vie. À mesure qu'il plonge dans les archives interdites, qu'il interroge des témoins oubliés et déterre des secrets bien gardés, Adrien se retrouve face à des réalités troublantes, des documents suggérant l'existence d'un pape noir, un maître spirituel à l'influence occulte et d'une secte puissante qui tire les ficelles dans l'ombre depuis des siècles. Mais ce voyage n'est pas sans danger. Chaque découverte menace de révéler des vérités que certains veulent garder enterrées, à tout prix. Si vous pensez connaître l'histoire de l'Église, détrompez-vous. Ce récit, basé sur des faits et mythes réels, vous fera frissonner et réfléchir. Alors préparez-vous, car une fois cette porte franchie, vous ne regarderez plus jamais le Vatican de la même manière. Adrien Loret n'avait jamais cherché à devenir un explorateur de mystères. À 35 ans, cet historien discret, spécialiste de l'iconographie religieuse, menait une vie paisible à Lyon. Sa passion, plonger dans les archives poussiéreuses des bibliothèques européennes pour décrypter les symboles anciens et retracer leur évolution. Mais tout bascula un après-midi d'automne, lorsqu'un simple email attira son attention. Le courriel provenait d'un certain Père Gianni, un prêtre italien basé à Rome. « Monsieur Loret, j'ai besoin de votre expertise. J'ai trouvé dans une église abandonnée un objet qui pourrait vous intéresser. Si vous êtes prêt à venir à Rome, je vous dévoilerai tout. » Intrigué mais prudent, Adrien hésita. L'email semblait étrange, presque trop direct. Pourtant, il était accompagné d'une photo, un médaillon gravé de symboles qu'Adrien reconnut immédiatement. Parmi eux, un motif récurrent qu'il avait étudié dans des manuscrits médiévaux. Le Sigillum Magnum, un symbole lié à des sociétés secrètes de l'Église. La curiosité l'emporta sur la prudence. 3 jours plus tard, Adrien débarquait à Rome, une valise en main et 1000 questions en tête. Le père Gianni l'accueillit dans une petite église délabrée du Trastevere, l'un des quartiers les plus anciens de la ville. À l'intérieur, dans une salle autrefois utilisée comme sacristie, le prêtre lui montra le médaillon, accompagné d'une lettre en latin écrite à la main. Le texte, daté de 1642, faisait allusion à une organisation inconnue, Societas Umbrae, la Société de l'Ombre. Ce groupe, selon les lignes énigmatiques de la lettre, serait à l'origine de certaines des décisions les plus influentes de l'Église, opérant dans le secret absolu, hors de la vue même du pape. Alors qu'Adrien s'apprêtait à demander plus d'informations, le père Gianni devint étrangement nerveux. Il jeta des regards furtifs vers les fenêtres de la sacristie, comme s'il craignait d'être surveillé. « Monsieur Loret, je vous ai confié cela parce que je crois que vous êtes la bonne personne pour aller plus loin, mais soyez prudent. Ce que vous découvrirez pourrait mettre votre vie en danger. » Cette phrase, prononcée avec une gravité palpable, marqua le début d'une quête qu'Adrien ne pouvait plus arrêter. Le médaillon et la lettre n'étaient que les premières pièces d'un puzzle complexe. Adrien passa les semaines suivantes à explorer les archives vaticanes accessibles au public, utilisant des contacts universitaires pour obtenir des accès privilégiés. Là, il découvrit des fragments de manuscrits qui faisaient écho à la lettre de Gianni. Certains décrivaient des rituels oubliés, d'autres mentionnaient des figures mystérieuses désignées comme Tenebris Patribus ou Père des Ténèbres. Mais le véritable tournant survint lorsqu'il tomba sur une anecdote presque effacée de l'histoire officielle. Un procès secret tenu au Vatican en 1578, accusant un cardinal d'appartenir à une société secrète. Les documents, incomplets, laissaient entendre que l'accusé avait évoqué un titre énigmatique, le Pape Noir. Un soir, alors qu'Adrien travaillait tard dans une bibliothèque privée, il fut approché par une femme qu'il n'avait jamais vue. Elle portait un trench-coat sombre et semblait savoir exactement ce qu'il cherchait. « Monsieur Loret, vous ne devriez pas creuser ces histoires. Ceux qui l'ont fait avant vous ont disparu. » Elle se présenta comme Sofia Carracci, une journaliste d'investigation spécialisée dans les affaires religieuses.
Sofia révéla qu'elle enquêtait depuis des années sur des disparitions liées à l'Église, dont celle d'un historien allemand, disparu en 1994 après avoir publié un article sur des symboles liés au pape noir. Les deux décidèrent de collaborer, partageant leurs recherches et combinant leurs ressources. Peu à peu, ils découvrirent une vérité troublante. Plusieurs figures éminentes de l'Église avaient été assassinées dans des circonstances mystérieuses après avoir évoqué des sujets tabous. Mais ce qui reliait tous ces événements, c'était une obsession pour un document mythique, perdu depuis des siècles. L'Évangile des Ombres, un texte supposé contenir des révélations explosives sur le fonctionnement secret du Vatican et de la Société de l'Ombre. Le père Gianni contacta Adrien une dernière fois, visiblement paniqué. « Adrien, vous devez partir. Ils savent ce que vous faites. La Société de l'Ombre existe encore. Ils vous surveillent. » Mais Adrien ne pouvait pas s'arrêter. Avec Sofia, il pénétra plus profondément dans les réseaux d'archives, prêt à risquer tout pour révéler ce que d'autres avaient essayé de cacher. Adrien Loret n'était plus seul dans sa quête. Avec Sofia Carracci, la journaliste téméraire qui avait déjà risqué sa carrière pour dévoiler des scandales religieux, ils formaient une équipe improbable. Leur objectif était clair: retrouver les traces de l'Évangile des Ombres, ce texte mythique censé révéler les secrets les plus sombres du Vatican. Mais leur alliance, bien que pragmatique, reposait sur une confiance encore fragile. Sofia avait une approche plus audacieuse, préférant confronter les dangers de front, tandis qu'Adrien, méthodique et prudent, s'appuyait sur des preuves tangibles et des indices laissés dans les archives. Pourtant, ils partageaient une certitude effrayante. Chaque pas dans cette enquête les rapprochait du danger. Leur première piste sérieuse provenait d'un fragment d'archives trouvé par Sofia dans une bibliothèque spécialisée à Florence. Ce document, appelé Codex Umbrae, mentionnait une relique protégée par un ancien monastère situé dans les montagnes des Abruzes. Cette relique, selon le texte, était un passage perdu de l'Évangile des Ombres, conservé par une communauté monastique dissidente ayant fui le Vatican au XVIe siècle. En feuilletant le codex, Adrien découvrit une phrase qui l'ébranla. « Celui qui cherche à voir la vérité devra d'abord traverser l'ombre et payer le prix de sa lumière. » Ces mots sibyllins semblaient être à la fois un avertissement et une prophétie. Sofia, pragmatique, insista pour qu'ils se rendent immédiatement dans les Abruzes. Adrien, malgré son appréhension, accepta. Le voyage vers le monastère, situé au sommet d'une falaise escarpée, fut éprouvant. Une fois sur place, ils furent accueillis avec méfiance par les quelques moines qui y vivaient encore. L'abbé, un homme âgé nommé frère Matteo, était initialement réticent à répondre à leurs questions. Mais une fois qu'Adrien lui montra le Codex Umbrae, il devint soudainement grave. « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas », murmura Matteo. « L'Évangile des Ombres n'est pas une simple relique, c'est un poison qui a corrompu des cœurs et détruit des vies. » Il finit toutefois par leur révéler l'existence d'une crypte sous le monastère, où les moines dissidents avaient caché des documents jugés hérétiques par le Vatican. La descente dans la crypte fut oppressante. Les murs, couverts de fresques fanées, racontaient des scènes de lutte entre anges et démons. Au centre de la pièce principale, un sarcophage de pierre portait une inscription latine « Umbra Veritatis Custos », le gardien de l'ombre de la vérité. À l'intérieur, ils trouvèrent un parchemin scellé et une relique étrange. Une dague en argent gravée de symboles ésotériques. Le parchemin, partiellement déchiffré par Adrien, était un extrait de l'Évangile des Ombres. Il contenait des références explicites à une hiérarchie cachée dans l'Église, dirigée par une figure appelée le Maître des Ombres, un rôle qui semblait lié au concept du pape noir. Mais avant qu'ils ne puissent examiner davantage les découvertes, des bruits de pas résonnèrent dans la crypte. Une troupe d'hommes en noir, armés et masqués, fit irruption. Adrien et Sofia comprirent trop tard qu'ils avaient été suivis. Ils parvinrent à fuir de justesse, emportant le parchemin et la dague. Cependant, leur escapade coûta cher. Frère Matteo, qui avait essayé de les protéger, fut capturé par les intrus. En sécurité temporairement dans une auberge isolée, Adrien interrogea Sofia. Il était évident qu'elle en savait plus qu'elle ne l'avait laissé entendre. Pressée, elle finit par avouer une partie de la vérité. « Adrien, j'ai découvert l'existence de la Société de l'Ombre il y a plusieurs années. Ils ne sont pas seulement une légende. Ils manipulent les décisions politiques et religieuses depuis des siècles. Le pape noir n'est pas une figure mythique. C'est un rôle occupé par certains cardinaux, choisis pour exercer un pouvoir secret. Mon enquête précédente a été interrompue par des menaces.
Et je crois qu'ils ont tué mon mentor. Ce mentor, selon elle, avait également mentionné l'évangile des ombres avant sa mort. Sophia était persuadée qu'il contenait des preuves irréfutables de la corruption au plus haut niveau de l'Église. En examinant le parchemin trouvé dans la crypte, Adrien remarqua une série de chiffres et de lettres apparemment aléatoires. Après des heures de réflexion, il réalisa qu'il s'agissait d'un code chiffré. Avec l'aide de Sophia, ils le décryptèrent pour découvrir une nouvelle destination, une église abandonnée à Avignon, en France. Mais avant de partir, ils reçurent un message anonyme, une simple carte postale déposée sous la porte de leur chambre. Sur le dos, écrit en lettres rouges, « Arrêtez ou vous partagerez le sort des autres ». Le dilemme était clair. Poursuivre cette enquête signifiait risquer leur vie. Pourtant, ni Adrien ni Sophia n'étaient si prêts à reculer. Trop de questions restèrent sans réponse. Qu'était vraiment l'évangile des ombres? Qui était derrière ces hommes en noir? Et surtout, quel était le rôle du Vatican dans ce sombre complot? Ils décidèrent de continuer, conscients que chaque pas les mènerait plus profondément dans les ténèbres. Après avoir quitté les montagnes des Abruzzes, Adrien Loret et Sofia Carracci entreprirent un voyage précipité vers Avignon. L'ancienne cité papale, chargée d'histoire et de mystère, semblait être la clé pour déverrouiller une nouvelle pièce du puzzle qu'ils cherchaient désespérément à assembler. Mais le poids des récents événements pesait lourd sur leurs épaules. La capture de frère Matteo, les hommes en noir, et ce mystérieux avertissement laissé à leur porte. Dans le train qui les menait en France, Sophia remarqua un homme en costume gris, assis 2 rangées derrière eux. Il semblait lire un journal, mais ses regards furtifs en direction de leur siège éveillèrent ses soupçons. « Nous sommes suivis », murmura-t-elle à Adrien. Pour éviter tout danger immédiat, ils descendirent une station avant leur destination initiale, changeant rapidement de moyen de transport. Ce n'était qu'un début. Leur enquête devenait un jeu mortel de cache-cache, avec une force qu'ils ne comprenaient pas encore pleinement. Avignon, avec ses ruelles médiévales et ses remparts imposants, était un décor parfait pour abriter des secrets. L'église mentionnée dans le parchemin, Saint-Lucien, se trouvait à l'écart, dans un quartier délaissé par le tourisme. Elle avait été fermée au public depuis des décennies, abandonnée après qu'un incendie l'eût ravagée dans les années 1920. Lorsqu'ils atteignirent les lieux au crépuscule, l'atmosphère était pesante. L'édifice, recouvert de végétation sauvage, semblait presque absorber la lumière, comme si les ombres y régnaient en maîtresse. À l'intérieur, une odeur de suie persistait encore, mêlée à celle de la pierre humide. Adrien examina les gravures sur les murs et le sol, remarquant des motifs familiers, des symboles liés à la société de l'ombre, similaires à ceux du médaillon trouvé par le père Gianni. Mais ce qui attira leur attention fut une trappe dissimulée sous les débris, ornée d'un sceau presque intact. Avec précaution, ils soulevèrent la trappe, révélant un escalier de pierre qui descendait profondément sous l'église. Sophia alluma une lampe torche, illuminant un tunnel étroit menant à une vaste crypte. Là, des fresques décrépies représentaient des scènes troublantes, des figures encapuchonnées entourant un homme en blanc, probablement un pape, tandis qu'une ombre imposante, en arrière-plan, semblait diriger la scène. Au centre de la crypte, une table en pierre portait un coffret en bois, scellé par des cadenas complexes. Après plusieurs minutes de travail acharné, Sophia parvint à ouvrir le coffret. À l'intérieur se trouvait un manuscrit relié en cuir noir, accompagné d'une petite clé dorée. En feuilletant le manuscrit, Adrien et Sophia comprirent rapidement qu'il tenait une partie de l'Évangile des ombres, un texte codé décrivant les rituels et les structures de pouvoir de la société de l'ombre. L'un des passages traduits par Adrien mentionnait une réunion secrète tenue à Avignon en 1325, où des décisions cruciales avaient été prises pour influencer l'élection papale de l'époque. Un autre fragment détaillait une cérémonie obscure impliquant un artefact appelé la clé de Saint-Pierre, un objet qui, selon la légende, pouvait ouvrir les portes des archives les plus secrètes du Vatican. Alors qu'ils étaient plongés dans leur lecture, des bruits de pas résonnèrent dans le tunnel. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un avertissement. Les hommes en noir les avaient retrouvés. Sophia réagit rapidement, éteignant leur lampe et guidant Adrien vers une alcôve sombre. Les intrus, armés de torches et d'armes, fouillèrent la crypte méthodiquement. Mais au moment où ils semblaient en prêts à partir, un des hommes trébucha sur une pierre déplacée par Adrien. La poursuite qui s'ensuivit fut chaotique. Adrien et Sophia, désarmés et épuisés, parvinrent à s'échapper en empruntant une autre sortie de secours cachée derrière une fresque fissurée.
Cependant, dans la précipitation, ils laissèrent derrière eux le coffret vide, sans son contenu précieux. De retour en ville, ils se réfugièrent dans une auberge discrète. À leur grande surprise, ils y trouvèrent un allié inattendu, frère Matteo, libéré miraculeusement de ses ravisseurs. Affaibli mais déterminé, il leur révéla qu'il avait été interrogé par des agents de la société, cherchant à savoir ce qu'Adrien et Sofia avaient découvert. Il leur raconta également une légende transmise au sein de son ordre. Selon cette légende, le véritable pouvoir de l'évangile des ombres ne résidait pas seulement dans ses écrits, mais dans une vérité ultime sur la structure de l'Église catholique elle-même, un système à double face, où le pouvoir visible du pape n'était qu'une façade pour une organisation beaucoup plus ancienne et influente. Avec l'aide de Matteo, Adrien et Sofia déchiffrèrent davantage de passages du manuscrit. Ils y trouvèrent une série de coordonnées menant à un lieu encore plus secret. Une bibliothèque souterraine appelée la Chambre des Ombres, située directement sous le Vatican. Mais une autre découverte les glaça d'effroi. Une note manuscrite, insérée dans le manuscrit, avertissait « Seule la mort attend ceux qui osent chercher la lumière dans l'ombre ». En recoupant leur découverte avec des faits historiques, Adrien comprit que la Société de l'Ombre ne se contentait pas d'exercer son influence sur le Vatican. Elle avait infiltré des gouvernements, des banques et même des organisations internationales, façonnant discrètement le cours de l'histoire mondiale. La question maintenant n'était pas seulement de savoir ce que cachait l'Évangile, mais pourquoi tant de gens étaient prêts à tuer pour le protéger. Adrien Loret, Sofia Carracci et frère Matteo savaient que leur prochaine destination, le cœur du Vatican, était à la fois leur meilleure chance de percer le mystère de l'évangile des ombres et leur défi le plus périlleux. Les découvertes faites jusqu'à présent pointaient vers une bibliothèque secrète, la Chambre des Ombres, située quelque part sous les archives apostoliques du Vatican. Cependant, pénétrer dans un des lieux les plus sécurisés au monde était une mission quasiment suicidaire. Matteo, avec ses contacts parmi le clergé, suggéra une approche risquée. Infiltrer une cérémonie prévue pour accueillir un groupe de chercheurs triés sur le volet dans les archives. « Il y a un garde que je connais », murmura Matteo. « Je peux le convaincre de nous donner un accès temporaire, mais il faudra agir vite avant que quelqu'un ne remarque notre présence. » Le trio arriva à Rome dans l'anonymat le plus total, évitant les lieux publics et les grands hôtels. Matteo parvint à entrer en contact avec son ancien ami, le père Angelo, un archiviste discret et loyal. Après une nuit de négociations, Angelo accepta de les aider, mais pas sans exprimer ses craintes. « Ce que vous cherchez ne devrait pas être trouvé », avertit-il. « Ces secrets ne protègent pas seulement l'Église, mais pourraient ébranler la foi de millions de croyants. » Angelo leur remit des badges temporaires, prétextant qu'ils étaient des assistants académiques en visite spéciale. Mais ils ne pouvaient rien faire contre les patrouilles de la garde suisse ou les nombreuses caméras de surveillance. Les archives apostoliques du Vatican étaient à la hauteur de leur réputation. Un labyrinthe de couloirs interminables, d'étagères remplies de manuscrits rares et d'ouvrages anciens. Adrien, malgré la tension palpable, ne put s'empêcher d'admirer la magnificence du lieu. Cependant, leur objectif ne se trouvait pas parmi les étagères accessibles. D'après le manuscrit trouvé à Avignon, un passage secret devait mener à la Chambre des Ombres. Ce passage était dissimulé derrière un tableau représentant Saint Michel Archange, une peinture datant du XVIe siècle. Après avoir trouvé la toile, Adrien remarqua une petite inscription en latin gravée dans le cadre « Quis ut Deus » qui est comme Dieu. En appuyant sur une dalle au pied du tableau, un mécanisme s'enclencha, révélant une porte étroite menant à un escalier en colimaçon. Descendant dans l'obscurité, le trio atteignit finalement une pièce imposante, éclairée faiblement par des chandeliers muraux. La Chambre des Ombres était un lieu hors du temps, où des étagères gravées dans la pierre abritaient des parchemins, des artefacts et des coffrets scellés. Au centre, une table massive portait un livre ouvert, une version complète de l'Évangile des Ombres. Adrien sentit son souffle se couper. C'était le point culminant de leur quête, l'objet qui avait coûté la vie à tant de gens. En parcourant le manuscrit, Adrien et Sofia découvrirent des vérités accablantes. L'Évangile des Ombres n'était pas simplement un recueil de rituels ou de récits historiques, c'était une carte du pouvoir caché de l'Église. Il détaillait l'existence d'une hiérarchie parallèle, un réseau d'élites religieuses et laïques manipulant les décisions politiques et économiques mondiales depuis des siècles. Certaines pages mentionnaient explicitement le rôle du pape noir, une figure dirigeant la société de l'ombre et contrôlant les actions du pape officiel.
Mais ce qui glaça le sang d'Adrien, c'était une annotation récente, écrite dans une main tremblante. Le maître des ombres a infiltré les plus hautes sphères. Leur prochaine cible, l'effondrement des institutions démocratiques au profit d'une théocratie globale. Avant qu'ils ne puissent explorer davantage, des pas résonnèrent dans les escaliers. La garde suisse avait été alertée. Sofia saisit rapidement son téléphone pour photographier autant de pages que possible, tandis qu'Adrien et Matteo tentaient de refermer le livre et de dissimuler leur présence. Mais il était trop tard. Les gardes, armés et visiblement furieux, les encerclèrent rapidement. « Vous êtes en violation des règles les plus sacrées du Saint-Siège », déclara un homme en uniforme. Matteo, avec un courage inattendu, s'interposa. « C'est moi qui les ai conduits ici. Laissez-les partir. » Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Malgré ses efforts, le trio fut escorté hors de la chambre et emmené dans une salle d'interrogatoire. Alors qu'ils attendèrent leur sort, un homme en soutane entra dans la pièce. C'était un cardinal d'apparence imposante, ses yeux perçants scrutant chacun d'eux. Après un moment de silence, il s'adressa à Adrien. « Monsieur Laurette, vous ne devriez pas être ici, mais peut-être que c'est la Providence qui vous a amené. Ce que vous avez découvert est dangereux, mais nécessaire à comprendre. Je suis le cardinal Moretti, et je fais partie de ceux qui veulent exposer la vérité. » Moretti leur révéla qu'il était membre d'un groupe dissident au sein du Vatican, cherchant à renverser la société de l'ombre et à réformer l'église de l'intérieur. Il accepta de les libérer, à condition qu'ils quittent Rome immédiatement, et promettent de ne pas divulguer leurs découvertes. Du moins, pas encore. Avec l'aide de Moretti, Adrien, Sofia et Matteo furent escortés hors du Vatican sous couvert de la nuit. Cependant, leur quête était loin d'être terminée. Les photographies de Sofia contenaient des informations cruciales qu'ils devaient analyser. Et surtout, ils devaient décider. Devraient-ils divulguer la vérité au grand public, au risque de déclencher un chaos mondial? En quittant la ville éternelle, Adrien regarda les lumières du Vatican s'éloigner. Il savait que ce qu'il avait appris ce soir-là changerait sa vie à jamais, et peut-être celle du monde entier. Adrien et Sofia se trouvaient désormais en territoire inconnu, leur vie marquée par une vérité insupportable. Les documents qu'ils avaient extraits de la Chambre des Ombres ne constituaient pas seulement une bombe historique, mais une menace directe pour ceux qui tirèrent les ficelles du monde dans l'obscurité. Tandis qu'ils planifiaient leur prochain mouvement depuis un petit appartement à Rome, ils savaient qu'ils ne pouvaient faire confiance à personne. Même Matteo, leur allié le plus loyal, avait probablement payé de sa vie pour leur permettre de s'échapper. « Ce que nous avons ici peut changer l'ordre mondial », murmura Sofia en parcourant une liste de noms dans le manuscrit volé. Parmi eux figuraient des personnalités éminentes de la politique, de la finance et bien sûr du clergé. Mais qui écoutera deux fugitifs sans preuves concrètes? Nous devons trouver une plateforme, répondit Adrien. Si nous ne pouvons pas nous adresser directement au Vatican, nous devons révéler cela au grand public. Alors qu'ils débattèrent de leur stratégie, Sofia reçut un message crypté sur une vieille adresse e-mail qu'elle utilisait pour ses enquêtes. Le message provenait d'un certain Libra, un pseudonyme qu'elle connaissait bien. Libra était un lanceur d'alerte réputé, spécialisé dans la divulgation de secrets compromettants sur des institutions puissantes. Le message était simple. « Je sais ce que vous avez trouvé. Je peux vous aider à le partager, mais cela vous coûtera tout. » Malgré les risques, Adrien et Sofia décidèrent de répondre. Ils acceptèrent un rendez-vous dans un café discret à Naples, espérant que Libra serait l'allié dont ils avaient besoin. Libra, un homme mince aux lunettes épaisses et aux gestes nerveux, était un ancien analyste travaillant pour une organisation internationale, mais il avait quitté son poste après avoir découvert des liens troublants entre son employeur et des groupes occultes. « Si ce que vous dites est vrai, dit-il en consultant rapidement les documents, alors ce n'est pas seulement l'Église qui est impliquée. Ce réseau s'étend bien au-delà de la religion. Nous avons affaire à un système mondial d'influence et de contrôle. » Il proposa de diffuser les informations par plusieurs canaux anonymes, tout en les cryptant pour ralentir toute tentative de censure. Cependant, il avertit également Adrien et Sofia. Une fois que ces documents seront rendus publics, vous serez traqués par des forces bien plus grandes que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Libra mit en place une diffusion massive sur des forums en ligne, des chaînes d'information alternatives et des réseaux sociaux cryptés. Les documents révélaient les noms de membres influents de la Société de l'Ombre, ainsi que des preuves tangibles de manipulations historiques orchestrées par ce groupe. Les révélations provoquèrent une onde de choc immédiate. Des journalistes du monde entier commencèrent à enquêter sur les liens entre les noms cités et des événements clés comme les guerres, les crises financières et même des scandales au sein de l'Église catholique.
Mais ces divulgations eurent aussi un effet secondaire dangereux. Le Vatican, appuyé par plusieurs gouvernements, dénonça ces fuites comme des fabrications visant à discréditer la foi chrétienne. Une chasse à l'homme fut lancée pour retrouver les auteurs des fuites. Adrien et Sofia, ayant quitté Naples, se retrouvèrent dans une cachette temporaire à Marseille. Cependant, leur position semblait avoir été compromise. Un soir, Sofia aperçut des hommes en noir rôdant autour de leur immeuble. « Ils nous ont retrouvés », murmura-t-elle en rangeant rapidement leurs affaires essentielles. Adrien décida d'envoyer une copie numérique du manuscrit à un autre allié potentiel, un ancien professeur d'histoire à Oxford connu pour ses travaux controversés sur les conspirations médiévales. Mais avant même qu'ils ne puissent quitter leur refuge, une explosion secoua le bâtiment. Heureusement, ils avaient anticipé un tel scénario et s'échappèrent par une issue de secours. Leur fuite nocturne à travers les rues désertes de Marseille fut une course effrénée contre le temps. Après plusieurs jours de fuite, Adrien et Sofia trouvèrent refuge dans un monastère isolé dans les Alpes françaises. Là, ils eurent le temps de réfléchir à leurs prochaines étapes. Ils savaient qu'ils ne pouvaient continuer à courir indéfiniment. Avec l'aide des moines, Adrien enregistra un message vidéo dans lequel il expliqua leur découverte, tout en appelant les citoyens du monde à ouvrir les yeux sur les manipulations historiques et actuelles des puissants. « Ce n'est pas seulement une question de foi ou de religion », déclara-t-il dans la vidéo. « C'est une question de liberté, de vérité et de justice. Ceux qui contrôlent l'information contrôlent l'histoire, et ce contrôle dure depuis des siècles. » Le message fut téléchargé sur plusieurs plateformes, où il gagna rapidement en popularité. Cependant, cela attira aussi l'attention des puissances qu'ils tentèrent d'exposer. Une semaine plus tard, Adrien et Sofia reçurent un message du Vatican. Une invitation étrange leur fut adressée par un émissaire anonyme, prétendant représenter un groupe dissident au sein de l'Église qui cherchait également à exposer la société de l'ombre. Malgré leurs soupçons, Adrien et Sofia décidèrent de répondre à l'appel, espérant que cela pourrait leur donner l'avantage dont ils avaient besoin pour mettre fin à leur fuite. Mais en entrant dans l'église où la rencontre devait avoir lieu, ils réalisèrent trop tard qu'ils étaient tombés dans un piège. Des figures encapuchonnées les attendaient, un silence glacial régnant dans l'air. Les portes massives de l'église se refermèrent avec un grondement sinistre. Adrien et Sofia, piégés, firent face à une douzaine de silhouettes encapuchonnées en robes noires. Leur chef, un homme grand et imposant, se détacha du groupe et s'avança, retirant sa capuche pour révéler un visage marqué par l'âge, mais empreint d'une autorité implacable. « Vous avez parcouru un long chemin, » dit-il d'une voix froide et calculée. « Vous avez déterré des secrets qui auraient dû rester enfouis. Vous ne comprenez pas ce que vous avez déclenché. » Adrien se redressa, son cœur battant la chamade. « Ce que nous avons découvert appartient au monde. Votre société a manipulé l'histoire, contrôlé les gens et semé la terreur dans l'ombre. Nous ne resterons pas silencieux. » Le chef de la société de l'ombre esquissa un sourire. « Vous pensez vraiment que le monde veut entendre la vérité? Que la vérité peut triompher dans un monde construit sur le mensonge ?» La confrontation ne se limita pas aux mots. Deux hommes de main saisirent Sofia et Adrien, les forçant à s'agenouiller au centre de la pièce. Sur l'autel devant eux, des manuscrits anciens et des objets religieux semblaient avoir été placés pour une cérémonie occulte. « Ce que vous appelez vérité n'est qu'une partie d'un dessein plus grand, » expliqua le chef. « Notre travail n'est pas de détruire le monde, mais de le guider. Le pape noir que vous craignez est une nécessité, un sauveur dans un temps de chaos. » Il tendit un parchemin jauni par le temps à Adrien. Ce document, selon le chef, était la prophétie complète, écrite il y a des siècles. Il révélait un plan soigneusement orchestré pour provoquer un schisme global dans les croyances et unir l'humanité sous un nouvel ordre. « Joignez-vous à nous, déclara-t-il. Vous pouvez faire partie de la reconstruction, ou vous pouvez disparaître avec ceux qui s'y opposent. » Alors que le chef parlait, Sofia remarqua un détail qui lui donna une lueur d'espoir. Parmi les silhouettes encapuchonnées, une d'entre elles semblait hésiter. Cet individu, légèrement en retrait, tourna brièvement la tête, révélant un visage familier. « Matteo !» s'exclama Sofia, incrédule. Le frère Matteo, supposé mort, baissa la tête, visiblement rongé par un conflit intérieur. Il expliqua à Adrien et Sofia qu'il avait été capturé après leur fuite et contraint de rejoindre la Société de l'Ombre. Pourtant, il avait conservé une part de loyauté envers ses anciens alliés. « Je ne peux pas tout changer, » murmura Matteo en s'approchant discrètement. « Mais je peux vous donner une chance. »
Profitant de la diversion créée par Matteo, Sofia utilisa un couteau dissimulé pour libérer ses liens. Elle attaqua un des gardes, tandis que Matteo lança un objet contre une fenêtre, déclenchant une pluie d'éclats de verre et de chaos. Adrien, malgré sa panique, s'empara d'un des manuscrits sur l'autel avant de suivre Sofia et Matteo à l'extérieur. Le trio courut à travers les rues sombres de la ville, poursuivi par plusieurs membres de la société. Les cloches de l'église sonnaient derrière eux, amplifiant le sentiment d'urgence. Matteo les guida vers une vieille crypte qu'ils connaissaient, une cachette temporaire où ils pouvaient reprendre leur souffle. Dans la crypte, Adrien ouvrit le manuscrit qu'il avait volé. Contrairement aux autres documents qu'ils avaient trouvés auparavant, celui-ci contenait des instructions détaillées pour un événement imminent, Lux Tenebris, le déclencheur d'une crise mondiale. Le plan impliquait des attaques coordonnées sur des centres religieux de plusieurs confessions, des manipulations économiques, et la proclamation publique du pape noir comme seul leader capable de restaurer l'ordre. « Ils ne reculeront devant rien », murmura Sofia en lisant les pages. « Si ce plan réussit, ils contrôleront non seulement l'Église, mais l'ensemble de la civilisation. » Matteo, bien qu'ayant aidé Adrien et Sofia, restait une figure ambivalente. Sa loyauté envers la société de l'ombre semblait vaciller, mais il connaissait trop bien leur puissance. « Vous ne pouvez pas les arrêter seuls, » déclara-t-il. « La seule chance que vous avez, c'est d'exposer leur plan à grande échelle. Mais cela demandera plus que des mots. Vous devez frapper là où ça fait mal. » Adrien et Sofia convinrent qu'ils devaient retourner dans la chambre des ombres pour extraire les preuves les plus compromettantes. Cela signifiait affronter à nouveau les dangers du Vatican. Le groupe utilisa les connaissances de Matteo pour pénétrer à nouveau dans les souterrains du Vatican. Cette fois, cependant, les lieux étaient beaucoup plus surveillés. Les membres de la société semblaient avoir anticipé leur retour, rendant chaque pas encore plus périlleux. Alors qu'ils s'approchèrent de la chambre des ombres, ils découvrirent une scène qui les glaça. Une cérémonie se préparait. Au centre de la salle, une figure en robe noire, coiffée d'une mitre sombre, se tenait devant un petit groupe de fidèles. « Le pape noir », murmura Matteo, terrifié. Adrien et Sofia, cachés dans l'ombre, observèrent la cérémonie. La figure centrale, un homme charismatique aux traits sévères, semblait réciter un serment en latin ancien. Le rituel impliquait l'utilisation de reliques sacrées, détournées de leur symbolisme originel pour renforcer l'autorité du pape noir. Matteo expliqua que ce rituel marquait l'ascension officielle de cette figure au sein de la société de l'ombre. Une fois terminé, il ne resterait qu'à lancer Lux Tenebris pour que le monde entier reconnaisse cette nouvelle autorité. Adrien, le cœur battant, murmura « Nous devons faire quelque chose maintenant, ou tout sera perdu. » Adrien, Sofia et Matteo se tenaient à l'entrée de la chambre des ombres, dissimulés dans les ombres vacillantes. À l'intérieur, le pape noir poursuivait son rituel, entouré de ses plus fervents partisans, les chefs de la société de l'ombre. Au centre de la salle, une relique resplendissait sous une lumière surnaturelle, le cœur de pierre, un artefact antique censé contenir un pouvoir mystérieux. Sofia, la voix basse mais déterminée, murmura « Si nous détruisons cet artefact, nous pourrions stopper leur rituel. » Matteo hésita. « C'est risqué. Le cœur est protégé par une énergie que même la société craint, mais c'est peut-être notre seule chance. » Adrien hocha la tête. Il savait que cette mission serait probablement leur dernière. Mais l'enjeu, l'avenir de l'humanité, valait tous les sacrifices. Ils progressèrent lentement à travers la pièce, utilisant les colonnes et les sculptures pour se dissimuler. Matteo, connaissant bien les protocoles de la société, guida le trio vers une alcôve où ils pouvaient observer de plus près le rituel. Le pape noir leva les bras et déclama « Lux tenebris invocabo ad regnum unum sub umbra mea ». J'appelle la lumière des ténèbres pour unifier le royaume sous mon ombre. Les fidèles répondirent en chœur, leur voix résonnant comme une vague sombre. Le cœur de pierre commença à émettre une lueur rougeâtre, vibrante, et une énergie palpable envahit la salle. Sofia, serrant une petite charge explosive qu'ils avaient fabriquée en secret, murmura à Adrien « Il faut agir maintenant, ou ce pouvoir les rendra invincibles. » Au moment où Sofia s'élança pour poser la charge sur le piédestal du cœur, un des gardes les repéra. Une alarme gutturale résonna dans la chambre des ombres, interrompant le rituel. Les membres de la société se tournèrent vers eux, et en un instant, une mêlée éclata. Adrien, armé d'un couteau volé, tenta de protéger Sofia tandis qu'elle plaçait l'explosif. Matteo, quant à lui, affrontait deux gardes avec une habileté surprenante. Mais leur nombre était écrasant. « Vous ne pouvez pas arrêter l'inévitable »,
cria le pape noir en s'approchant, un sourire cruel sur son visage. Voyant qu'ils étaient acculés, Matteo prit une décision désespérée. Il se précipita vers le pape noir, criant à Adrien et Sofia « Faites ce que vous devez faire, je vais les distraire ». Matteo se jeta sur le pape noir, provoquant un chaos temporaire. Cela donna à Sofia juste assez de temps pour activer la charge explosive et reculer. « Matteo, non !» cria Adrien en voyant son ami submergé par les gardes. Mais Matteo, le regard empli de détermination, leur adressa un dernier signe de tête avant que l'explosion n'ébranle la pièce. Le souffle de l'explosion brisa le cœur de pierre en 1000 éclats. Une onde d'énergie dévastatrice traversa la pièce, projetant les membres de la société au sol. Le pape noir, debout au centre, hurla de rage alors que le pouvoir qu'il cherchait à contrôler lui échappait. Les fondations de la chambre des ombres commencèrent à se fissurer, des morceaux du plafond tombant autour d'eux. Adrien attrapa Sofia par la main et cria « Nous devons sortir d'ici, maintenant !» Ils coururent à travers les souterrains, tandis que la structure s'effondrait derrière eux. Les hurlements des membres de la société résonnaient, se mêlant au grondement des pierres qui s'écrasaient. À bout de souffle, Adrien et Sofia émergèrent finalement à l'air libre, leurs vêtements déchirés et couverts de poussière. Derrière eux, le Vatican semblait intact en surface, mais ils savaient que les souterrains abritant la chambre des ombres avaient été détruits. Leur mission avait réussi, mais à un coût élevé. Matteo n'avait pas survécu, et la menace de la société de l'ombre n'était pas totalement éradiquée. Cependant, le cœur de pierre et le pouvoir qu'il contenait n'existaient plus. De retour dans leur cachette, Adrien et Sofia finalisèrent ainsi la diffusion des documents restants. Cette fois, ils ajoutèrent un message personnel racontant leur histoire et les sacrifices qu'ils avaient faits pour empêcher Lux Tenebris. Leur vidéo devint virale et des médias indépendants commencèrent à enquêter sur les indices qu'ils avaient laissés. Bien que la société tentât de discréditer leurs affirmations, une vague mondiale de scepticisme envers les institutions corrompues s'installa. Des mois plus tard, Sofia et Adrien, vivant désormais sous de nouvelles identités, reçurent une lettre anonyme contenant une simple phrase « Il y a encore des ombres à éclairer ». Ils comprirent que Matteo, ou peut-être un autre allié caché, avait laissé un dernier message. Leur combat n'était peut-être pas terminé, mais ils avaient prouvé qu'il était possible de défier les ténèbres. Sofia et Adrien, devenus symboles de la quête de vérité, continuèrent leur mission sous une forme nouvelle. Avec des alliés dans le monde entier, ils créèrent une plateforme dédiée à exposer les conspirations et à éduquer le public. Mystère et savoir. Chaque enquête, chaque révélation, était un hommage à ceux qui avaient donné leur vie pour que la lumière triomphe des ténèbres. Merci d'avoir suivi cette incroyable aventure jusqu'à la fin. Votre curiosité et votre engagement pour découvrir la vérité sont ce qui donne un sens à notre travail. Si cette histoire vous a captivé et que vous voulez en savoir plus sur d'autres mystères et secrets enfouis, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Mystère et Savoir. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et partagez cette vidéo avec vos proches pour éveiller leur curiosité. Ensemble, continuons à explorer l'inconnu, à poser les bonnes questions et à révéler ce qui se cache dans l'ombre. Car ici, chaque mystère mérite d'être éclairé. Merci encore, et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'inexplicable.